Nous sommes en 1986 et après des années à écrire des one-shots et des chapitres qui n'ont jamais trouvé de suite, Hirohiko Araki va enfin pouvoir publier sa série dans le Weekly Shonen Jump, à l'intérieur duquel à ce moment-là sont publiés d'autres mangas qui tous, sans exception, resteront dans les mémoires comme étant des classiques du genre. Mais rapidement, son manga peine à rencontrer un public. En effet, à ce moment-là, l'histoire racontée est celle d'un lord anglais, Jonathan Joestar, qui lutte contre un vampire. Quelque chose qui ne s'inscrit absolument pas dans le cadre de ce que publie le Jump habituellement. Araki prend alors une décision drastique et qui aura des conséquences dans la suite de son œuvre. Il tue son personnage principal. Plus tard, dans son ouvrage Hirohiko Araki no Manga Jutsu, il dédie un paragraphe à expliquer pourquoi il a tué Jonathan Joestar. J'ai senti que pour la transmission de la noble lignée de la famille Joestar, Jonathan devait mourir. Je savais que certains lecteurs seraient déçus par sa mort, mais son sang et son esprit se sont transmis au second protagoniste, Joseph. L'histoire de Jojo est donc une histoire de transmission. Une lignée, différents protagonistes et des personnages qui reviennent dans différentes parties afin d'assurer ce concept. Jotaro Joestar en est l'exemple parfait. Protagoniste de la troisième partie, il apparaît dans toutes les parties ultérieures, jusqu'à la partie 6, où Araki finira par se heurter aux limites de son récit, ce qui va le pousser à détruire tout ce qu'il a construit depuis plus de 15 ans. En effet, durant cette sixième partie, on voit qu'Araki traîne le poids d'un héritage qu'il a bâti pour ses personnages depuis une quinzaine d'années à ce moment-là. Pour prendre l'exemple le plus connu, on sait que les utilisateurs de stands s'attirent entre eux. C'est un concept qui a été illustré à plusieurs reprises, notamment au début de la partie 5 où Koichi Hirose est envoyé en Italie pour chercher Giorno Giovanna, le fils de Dio, utilisateur du stand Gold Experience, sur lequel il tombe quelques secondes après sa sortie de l'aéroport. Ce concept n'est pas mauvais en tant que tel, c'est juste que c'est archi casse-gueule pour l'auteur, parce que c'est hyper difficile à respecter à la lettre. Le meilleur exemple de cette difficulté se situe au sein de la partie 6, où on a une succession de 3 arcs durant une vingtaine de chapitres, dans lesquels 3 fils de Dio sont envoyés par Enrico Pucci, antagoniste principal de Son Océan, pour affronter Jolene et sa bande. La voilà l'incohérence. Pourquoi Giorno Giovanna n'est pas présent? Alors même qu'il est lié à ses frères par le lien du sang, mais surtout par le fait qu'ils soient tous des manieurs de stand. Et en plus de ça, il y a aussi son lien familial, bien que très éloigné, avec Jolene Kujo, puisqu'il est techniquement son arrière-arrière-grand-oncle. Même si Araki tentera de se justifier dans un court texte à la fin du chapitre 116 de Son Océan, en tentant de faire planer le mystère sur sa présence plus ou moins proche de Jolene à ce moment-là, on sait bien quelle est la réelle raison de son absence. À la fin de la partie 5, Araki lui a donné un stand bien trop puissant. Si puissant qu'il en devient même incapable de lui attribuer des statistiques. Il est donc impossible pour lui de faire apparaître Giorno dans cette partie car il aurait eu la possibilité d'éliminer Pucci en 2 minutes, ce qui aurait totalement détruit le scénario. Comment Araki pourrait poursuivre l'écriture de son œuvre après Stone Ocean alors que son récit finit par se retrouver prisonnier des règles qu'il a lui-même écrites? Tuer son personnage principal? Non, il l'a déjà fait et ça ne résoudrait rien. Trouver une fin à cette partie et passer à la suite en faisant mine de rien? Non, les lecteurs finiront bien par constater un nombre d'incohérences allant grandissant. Araki a fini par choisir une solution radicale comme à son habitude. Par un procédé scénaristique que j'expliquerai pas ici parce que c'est pas vraiment le sujet, il décide à travers les pouvoirs d'un stand qui a la capacité d'accélérer le temps à l'infini, de montrer la fin de l'univers dans lequel ont eu lieu les 6 premières parties de son manga. Le stand finit par aller si loin dans le temps qu'on assiste à l'effondrement de l'univers dans lequel ont évolué tous les personnages jusqu'alors. L'auteur a déclaré plus tard dans une interview « Écrire la partie 6 de Jojo était devenu bien trop compliqué. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on connaissait déjà Araki pour sa capacité à faire des choix vraiment drastiques. Mais pour le coup, là, on peut difficilement faire plus fermé comme fin. Voilà, nous sommes le 8 avril 2003, et le chapitre 752 de Jojo's Bizarre Adventure met fin à plus de 16 ans d'héritage et de transmission. Enfin presque. Pendant l'été 2003, Araki se rend aux États-Unis. Il passe notamment par San Diego, le Grand Canyon et la Vallée de la Mort. Au cours de son voyage d'à peine 9 jours, il déclare avoir pris environ 1 millier de photos pour développer son prochain manga. Et en début 2004, il en publie le premier chapitre dans le Jump, Steel Ball Run. Évidemment, il fait la une du numéro et quelque chose saute tout de suite aux yeux. Il n'est aucunement fait mention de Jojo's Bizarre Adventure dans le titre, ce qui était pourtant le cas des parties 1 à 6. L'auteur écrit même une petite note indiquant la chose suivante. Jojo's Bizarre Adventure est rentré dans un monde parallèle, du coup ce n'est plus vraiment Jojo, c'est Steel Ball Run. On voit bien là une volonté de marquer une rupture avec son œuvre d'origine. Qu'est-ce qui différencie vraiment Steel Ball Run de Jojo? Je veux dire, on a un stand, un Jojo, un Jobro, un objectif à atteindre, beaucoup d'antagonistes différents et des stands. C'est vrai qu'en apparence, ce nouveau manga a l'air de suivre le même schéma que toutes les parties précédentes, mais en creusant un peu, on s'aperçoit qu'Araki est à la fois aux antipodes de ce qu'il écrit depuis des années, et que dans le même temps, il réutilise certains éléments qui ont fait le succès de ses précédentes œuvres. Tenez, regardez. Steel Ball Run débute dans l'Ouest américain, quelque chose d'inédit pour Jojo, mais pas pour Araki. Dans le premier volume du Jump de 1981, son travail avait été sélectionné dans le cadre d'un concours de jeunes talents. En bon fan de Clint Eastwood, il avait décidé de s'en inspirer pour écrire une sombre histoire de partie de poker entre deux hors-la-loi dans un saloon. Il récidive fin 81 dans Outlaw Men, scénario similaire, un hors-la-loi tente d'échapper à ses poursuivants grâce à son cheval. D'ailleurs, pour cette œuvre, il rédige une courte note destinée au lecteur. Je n'ai jamais voyagé aux États-Unis ni tiré avec une arme à feu à cheval. Je suis sûr que ça arrivera un jour.
sans se douter une seule seconde que c'est ce qu'il fera des années plus tard pour des recherches sur Steel Ball Run. En plus de ça, il décide de reprendre deux autres éléments d'une des parties préférées des fans, Stardust Crusaders. Déjà, il reprend le côté road trip. Dans la partie 3, Jotaro et son équipe sont à la recherche de leur ennemi Dio et doivent pour cela se rendre en Égypte depuis le Japon, ce qui les contraint à traverser tout un tas de pays. Ça a permis à Araki de faire découvrir aux lecteurs différentes cultures et c'est sans doute un des ingrédients du succès de Stardust Crusaders. Dans Steel Ball Run, c'est un peu différent. La Steel Ball Run est une course hippique à étapes à travers les États-Unis. Les participants doivent parcourir le pays d'un bout à l'autre. Le premier du classement gagnera la somme de 50 millions de dollars et un trophée. Il reprend aussi son système de pouvoir, les stands, mais intégré de façon différente à ses personnages. De la partie 3 à la partie 6, les personnages peuvent obtenir un stand après avoir été transpercés par la flèche, comme Koichi Hirose, ou car un de leurs ancêtres a lui-même été transpercé par la flèche. Ainsi, tous ses descendants deviendront des manières de stand, comme toute la lignée de Joestar. Dans Steel Ball Run, c'est la présence d'un individu dans certaines localisations précises qui lui permettent d'éveiller son stand. Voilà pour ce qui est du retour aux sources et des réutilisations d'éléments qui ont fait le succès des œuvres d'Araki précédant Steel Ball Run, une longue quête et un système de pouvoir hyper innovant. Du pur shonen. Pour ce qui est du reste, on voit qu'Araki a transformé Jojo en seinen, notamment sur deux points, les personnages et les thématiques abordées. Par rapport aux personnages, on en distingue trois importants. Le personnage principal, le Jojo de Steel Ball Run, s'appelle Johnny Joestar. Il est à l'opposé de tous les autres personnages principaux de la saga sur plusieurs plans. Déjà bon, c'est un enfoiré de première, à l'époque où il était jockey professionnel, il en a profité pour gruger une file d'attente. Événement à la suite duquel il a pris une balle dans la colonne vertébrale. Il a dû arrêter sa carrière et est devenu dépressif. C'est vrai qu'en termes de background, on a déjà vu plus glorieux. Cela dit, un protagoniste torturé dont la vanité a mené à sa perte, qui cherche une quête qui pourra donner un sens à sa vie, ça rentre complètement dans l'idée d'un personnage de seinen. On est bien loin du vertueux Jonathan Joestar de la partie 1. Ensuite, alors que Araki avait pour habitude d'introduire sa personnage de façon marquante, qu'elle soit héroïque, stylée, étrange ou dramatique, bon là disons que c'est un peu moins marquant. Il apparaît mal dessiné dans une case en bas d'une planche sans avoir la moindre ligne de dialogue. En plus, il est le premier Jojo à ne pas être introduit dans le premier chapitre de sa partie. En le lisant, on pourrait croire qu'on n'est pas en train de lire Jojo puisque le premier personnage introduit n'est autre que Jairo Zeppeli. C'est le premier personnage nommé de cette partie et aussi probablement un des plus stylés. Tellement stylé qu'il faut bien avouer qu'il vole un peu la vedette à celui qui est censé être le personnage principal. Les techniques qu'il utilise sont inspirées de l'onde des deux premières parties, mais ici le concept est bien plus poussé. Enfin, l'antagoniste principal, Funny Valentine. Probablement un des antagonistes les plus appréciés des fans. Dans cette partie, Funny Valentine est également le président des États-Unis. C'est lui qui permet à Araki d'aborder plusieurs thèmes qu'il n'aurait pas pu aborder dans un shonen classique. Premièrement, grâce à lui, Araki aborde la politique, et plus précisément deux visions particulières, le patriotisme et le nationalisme, qui sont les raisons pour lesquelles Valentine manipule la Steel Ball Run dans l'ombre. Aussi, Araki aborde la religion. Dans l'histoire, Jésus est un des personnages les plus importants. En fait, l'objectif de Valentine avec cette course est de regrouper les différentes parties du corps de celui-ci. Elles sont réparties un peu partout entre les différentes étapes de la course. Valentine fait ça pour le bien de son pays et parce qu'on dit que celui qui les possède toutes deviendra un être divin. Voilà pour ce qui est des personnages et des nouveaux thèmes abordés par Araki qui montrent directement une vision plus adulte du manga. Enfin, la marque de transition ultime du shonen au seinen est évidemment l'apparition du manga dans un autre magazine. En fait, à partir du chapitre 24, Steel Ball Run a été transféré dans l'Ultra Jump, un autre magazine du même éditeur, mais qui est à 100% dédié au seinen. C'est par tous ces moyens qu'Araki, après avoir détruit son manga, l'a reconstruit en faisant un seinen.